Sa grande place, son beffroi, voilà pour les clichés. Car les gens du voyage qui vivent sur ces aires d'accueil en ont une toute autre image. La métropole est surtout synonyme pour eux d'inhospitalité et de pollution. Comme un LM Ronchin où un collectif de femmes interpelle les autorités depuis 2013. On est peut-être gitans, mais on est français, on a des droits. Et je vous remercie d'être aujourd'hui avec nous pour montrer qu'on veut un autre terrain. Merci à tous. Elles demandent à pouvoir vivre ailleurs que coincé entre une cimenterie, un dépôt de déblais à ciel ouvert, un site de concassage de briques et la voie ferrée. Les enfants, quand ils naissent, on ne peut pas les faire sortir, sinon c'est problèmes asthmatiques, bronchiolite, bronchite, on continue par rapport à la poussière et tout ce qui en suit. Les problèmes, les personnes âgées, c'est pareil, problèmes de bronches et tout ça, suivi aux hôpitaux. Mon père est gravement malade des poumons, il est suivi. Ils disent que c'est stable, mais je sais que par rapport à l'environnement, ça ne va pas l'aider. Quand on dit on est en danger, ah oui, on vous comprend. On vous comprend, on sait. C'est toujours les mêmes paroles. Mais c'est qui on? On c'est la métropole lilloise, on c'est les maires des communes, on c'est ceux qui ont le pouvoir et qui peuvent nous faire bouger. Toutes les communes de plus de 5000 habitants doivent disposer d'une aire d'accueil. Elles choisissent elles-mêmes les terrains, puis c'est à la préfecture de valider les projets et de les intégrer ensuite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage, un document dans lequel la préfecture peut aussi préconiser des travaux, voire des délocalisations. Pour l'aire d'Helem, le dernier schéma prévoit que seulement certaines familles puissent déménager, mais l'aire restera là où elle est. La métropole de Lille n'a pas souhaité répondre et à la préfecture du Nord, on élude. Honnêtement, le fond du dossier, l'environnement polluant, c'est un sujet pour tous les habitants. Le rôle de l'administration, c'est de s'assurer que les aires d'accueil des gens du voyage ne servent pas justement à valoriser les fonciers qui sont des fonciers pourris parce qu'ils ils sont exposés à des risques. C'est de l'habitat et donc il faut que ce soit compatible avec les règles habitat. Voilà. Donc le PLU permette l'implantation de cette aire de gens du voyage. Et puis que l'aire, elle permette d'avoir un certain confort de vie. En réalité, la loi reste très floue sur les critères de choix des terrains. Les caravanes ne sont pas reconnues comme des logements à part entière, mais comme des habitats permanents. Communes et pouvoirs publics ont ainsi une seule obligation claire, réaliser les aires d'accueil en zones urbanisées ou destinées à l'être. À quelques kilomètres d'Helem Ronchin, l'aire de Saint-André. Ici, aucun déménagement proposé, mais une réhabilitation. Objectif affiché, prendre en compte les contraintes environnementales et de santé, une préconisation du département déjà vieille de 10 ans. Aussi bien la journée que la nuit, le TGV passe. À côté, vous avez la rocade, après l'heure de pointe, c'est pareil, ça passe, ça file. Vous avez la butte qui protège un peu, mais vous avez quand même toute cette poussière qui atterrit ici. Alors quand vous venez, il faut faire attention parce que le seul moyen, c'est de sortir et de prendre sur la gauche et de prendre la piste cyclable. Autrement, vous n'avez pas d'autre moyen. Il n'y a pas de trottoir, non. Ça n'a pas été conçu pour. Moi, j'en ai entendu parler de la réhabilitation il y a à peu près déjà 10 ans. Parce que chaque société disait oui, elle va être refaite, elle va être réhabilitée, et ainsi de suite. La dernière fois que j'en ai entendu parler, je pense qu'il doit avoir à peu près 3 ans. Il y a un moment où ils vont peut-être se faire taper sur les doigts. Parce qu'ils sont bien obligés quand même de réhabiliter un peu les terrains qui ne sont plus dans les normes, parce que ça commence à devenir dangereux. Rien qu'au niveau, si vous voyez, s'il y a un incendie ici, ça se passe comment? Les caravanes sont pratiquement tous collés ensemble. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de sortie de secours. On n'est pas quand on vient non plus aux réunions ou quoi que ce soit. C'est quand même nous qui restons dessus. On connaît les besoins, on ne veut pas du luxe, mais on connaît les besoins. Au niveau d'hygiène et ce qui s'ensuit. Ne pas être prise en compte par les élus et les pouvoirs publics. Une critique récurrente formulée par les voyageurs. Pourtant, une structure existe dans chaque département. C'est la commission consultative des gens du voyage. Présidée par la préfecture, elle rassemble des représentants des élus et des gens du voyage. C'est donc une représentation très encadrée par les pouvoirs publics, avec une existence très relative dans certains départements. Elle a un réel poids parce que c'est là où se définissent effectivement les objectifs et où sont rédigées les prescriptions. Encore une fois, pas uniquement sur le volet habitat, mais sur l'ensemble des volets de l'insertion sociale, dont l'habitat. Et c'est cette commission qui donne son avis
qui est consulté pour permettre aux deux collectivités, enfin aux deux responsables, le président du conseil départemental d'un côté, le préfet du département de l'autre, de signer le schéma qui devient une prescription et donne finalement le cahier des charges de l'accueil des gens du voyage dans un département. Mon travail a été de faire remarquer que les gens du voyage n'étaient pas bien représentés parmi les instances et qu'il fallait absolument les faire participer au débat et on ne peut pas être mieux renseigné que par les personnes que l'on est censé aider et à qui on est censé proposer des solutions. La commission consultative, à mon sens, et c'est que mon avis, est un organe de légitimation. Un peu comme toutes les formes de consultation qu'on organise au niveau départemental ou territorial. Logiquement, il y a des représentants de gens du voyage, mais ce sont des sédentaires qui travaillent pour la communauté des gens du voyage parce qu'ils ont des logements à réhabiliter et ils le proposent aux gens du voyage, donc ils connaissent de loin la population des gens du voyage. Mais concrètement, gens du voyage en tant que tels, il n'y en avait pas. Il y a des structures fantoches, il y a des structures fantômes. Moi, j'ai plusieurs... alors, il y a même des associations qui sont censées gérer, en tout cas, faire le lien, la médiation entre les voyageurs et les collectivités, où il n'y a quasiment plus personne. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de travail. Pourtant, tout avait bien commencé. Pour obliger les communes de plus de 5000 habitants à organiser l'accueil des gens du voyage, 2 lois ont été promulguées. Une première en 1990, dite loi Besson 1. Une seconde, la loi Besson 2, vient la renforcer 10 ans plus tard. Des outils législatifs qui suscitent alors beaucoup d'espoir. Mais dans les faits, tout repose sur le volontarisme des élus. La mairie d'Aubonne, dans le Val d'Oise, a été parmi les rares à se lancer dès 2004 dans la création de son aire d'accueil. Au départ, c'était compliqué pour lui, il a quand même bataillé, le premier maire. Il y en a qui n'étaient pas d'accord du tout. Par exemple, comme la dame d'en face, maintenant on est en bon terme avec, même à côté, ils ne sont pas cachés de nous le dire. Bon, il faut se mettre un peu à leur place. Du jour au lendemain, on vous dit les gens du voyage arrivent près de chez vous, vous avez un pavillon. Ça a été des banderoles accrochées devant chaque pavillon, sur les clôtures, non aux gens du voyage, etc. Donc là, c'était violent parce que c'est resté affiché un bon moment. Vous savez, pour eux, un gitan reste un gitan. C'est toujours un voleur. Vous voyez. De même, vous mettrez un Premier ministre gitan, il y aura quand même un truc. Pour la société, on sera toujours mal vu. Ouais. Il y a des élus qui disent, voilà, installer ça, je vais avoir une montée au créneau de mes concitoyens et je risque de perdre une élection pour ça. Je pense qu'il y en a, c'est la peur de cela, quoi. La peur de perdre une élection, la peur d'avoir une partie de la population contre eux. Bah, oui, il y a eu à un moment donné un mouvement et qu'on a calmé par le dialogue, par la concertation. C'est un sujet clivant quel que soit le contexte politique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mairies communistes avec des maires profondément anti-Digan, voilà, il faut le dire. Et de l'autre côté, il est vrai que quand on a une commune plutôt à droite, voire extrême droite, en règle générale, on a rarement une politique d'accueil très développée, en tout cas volontariste. Voilà. Ça ne m'a pas empêché d'être élu en 2004 au Conseil général, ça ne m'a pas empêché d'être élu maire en 2008. Et conseiller général en 2011. Non, donc moi je ne craignais pas cela, on n'aurait pas renié cela pour un fauteuil. Malgré son caractère coercitif envers les communes, 20 ans après la loi Besson 2, les places en aire d'accueil manquent toujours. Seuls 18 départements ont atteint les objectifs fixés par leur schéma. Parmi les mauvais élèves, certains sont très en retard, comme les Alpes-Maritimes, qui n'a réalisé que 8% des places demandées. Les stationnements illicites ont eux pourtant bien baissé, car la loi permet aux communes ayant créé leurs aires d'accueil d'interdire le stationnement des gens du voyage sur le reste de leur territoire et d'obtenir leur expulsion. Très souvent, il y a un projet d'aire d'accueil, il y a une pétition anti-aire d'accueil qui s'organise par les riverains, et le maire va prendre la parole dans le média local en disant bah, « écoutez, moi non plus je ne suis pas pour l'accueil, très franchement, je le fais parce qu'on m'oblige ». Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'aura fait, on pourra virer ceux qui sont installés illégalement. Donc, on va cantonner l'accueil et finalement, on va cantonner la présence des gens du voyage à un endroit très particulier et il vaut mieux ça que de les avoir à côté de chez vous. Voilà. Pourquoi il y a des stationnements illicites? Parce qu'il y a un manque au niveau de l'application de la loi Besson. Il y a plein de communes qui, à l'époque, avaient bénéficié de subventions et ont préféré... Alors,
les utiliser pour autre chose, faire une piscine ou une salle de sport ou quelque chose pour la ville ou mettre de côté. Et pour finir, après, il n'y avait plus de subventions au bout de quelques années. Et du coup, ben, là, il fallait mettre la main à la poche, il fallait que les contribuables soient d'accord pour les projets des gens du voyage. Et ça, c'est pas évident de trouver des personnes qui comprennent ce mode de vie. Chacun doit prendre ses responsabilités et répondre à la loi. La loi, c'est la loi. Et je pense que les services de l'État, comme pour les logements sociaux, je le disais tout à l'heure, ne sont pas assez sévères, quoi. La loi Besson dit qu'à un moment donné, le préfet peut se substituer au maire. Ben, si ça s'était fait dans quelques communes, les maires réfléchiraient à deux fois et se mettraient à construire les aires d'accueil. Croire qu'on peut y aller à la hache, c'est se tromper, c'est faire, à mon avis, une lourde erreur d'analyse. On a cette possibilité, mais en même temps, on a très peu d'élus qui seraient totalement récalcitrants et qui seraient sur un principe de refuser par principe tout dispositif d'accueil des gens du voyage. Ce département, il se caractérise plutôt par une bonne compréhension des enjeux. Ensuite, entre cette compréhension et la réalisation, il y a des écarts, il y a des délais. Le département du Nord atteint 60% de ses objectifs en termes de création de places. Un chiffre proche de la moyenne nationale, mais qui cache une grande vétusté de ses aménagements. Pour certains, l'équilibre des obligations entre gens du voyage et collectivités, l'esprit initial de la loi Besson semble rompu. Un mouvement accentué par une série de modifications législatives visant notamment les installations illicites de gens du voyage. Je vais vous en proposer, moi, des choses. Saisissons les voitures. Des gens qui occupent illégalement, saisissons les caravanes. Puisque c'est la seule manière, si vous voulez, de faire reculer l'illégalité. Le cadre législatif de 2000 n'est plus adapté aux réalités de 2017. Les flux de gens du voyage sont de plus en plus nombreux et s'étalent sur une durée plus longue. Les gens du voyage peuvent s'installer illégalement sur un terrain pour la durée de leur choix, sans jamais courir le moindre risque de subir une sanction et s'autorisant ainsi même à faire du chantage auprès des autorités. On crée de véritables zones de non-droit. J'appelle les maires de France à la révolte quelque part et à utiliser le mode d'emploi qui est le mien. Je suis allé les voir, j'aurais dit voilà, vous allez partir. Non, on est là pour 3 semaines. Et c'est nous qui vous imposerons, monsieur le maire, de rester là pendant 3 semaines. Ah bon, on va voir. J'en ai maté d'autres et je vous materai. Les gens du voyage ont eu contre eux des forces politiques relativement hostiles qui, d'un côté, ont sur le terrain souvent manqué à leurs obligations d'aménagement d'aires d'accueil, et de l'autre côté, au Parlement, modifier la loi dans le sens soit de l'allègement des obligations des communes, soit du renforcement des sanctions contre les gens du voyage. Ils nous en sortent des nouvelles, des lois, comme il y a eu la loi Carle, là, qui est sortie dernièrement, je ne sais pas si vous la connaissez, la loi Carle. C'est une loi qui permet c'est de la répression, hein, là, contre les gens du voyage. La commune, qui fait partie d'un EPCI, peut se prévaloir de l'accomplissement de son obligation d'aménagement d'aire d'accueil quand cette aire d'accueil est gérée au niveau de l'EPCI. Les gens du voyage peuvent faire l'objet, désormais, de décisions préfectorales leur ordonnant de quitter un terrain sur une commune qui n'a pas d'aire d'accueil à leur proposer. S'interroger sur la loi Besson, c'est aussi questionner le qualificatif même de gens du voyage et les raisons de leur sédentarisation. Car si la loi prend soin de n'introduire aucune définition socio-culturelle ou ethnique, c'est bien de catégorisation que l'on parle et donc de politique publique spécifique. Que dire aussi de l'objectif d'intégration affiché par les pouvoirs publics, quand l'aire d'accueil en elle-même encourage une vie en communauté restreinte. Il y a un grand regret, c'est le mode de vie d'il y a 40 ans ou 50 ans. C'est-à-dire que effectivement, les conditions de vie et les conditions d'hygiène et sanitaire, c'était pas ça du tout, hein, qu'on soit bien d'accord. Effectivement, on n'était pas bien accueillis dans toutes les villes, qu'on soit bien d'accord aussi, mais on pouvait aller dans toutes les villes. Il y avait des gens, ils comprenaient pas, ils pensent qu'on gens du voyage, mais qu'on peut aller à droite, à gauche, à la mer, au soleil. Mais non, on fait pas ce qu'on veut. On n'a pas le droit de poser notre caravane n'importe où, on n'a pas le droit de faire ci. Le système d'accueil français est finalement une forme d'encampement.
C'est-à-dire que c'est une forme de gestion de l'indésirable où on a des terrains réservés pour faire une forme de sas, enfin je dirais pas réserve parce que le mot est trop fort, mais mettre finalement les gens du voyage à un point précis pour pas qu'ils débordent partout. Voilà. Les gens du voyage ont toujours eu un lieu, une ville, une région où ils sont originaires. Oui. Il faut bien qu'on enterre nos morts, il faut bien que... On a toujours un lieu où, effectivement, oui. Voilà. Donc ça, et ça par contre dans la tête de l'élu, c'est impossible. Ça, ils peuvent pas comprendre. Il y en a certains, ils aiment bien les gens du voyage, mais quand ils voyagent, loin. Oui, on a un racisme institutionnel, mais il faut le qualifier. C'est-à-dire que c'est un antiziganisme institutionnel. Et l'antiziganisme, c'est une forme très particulière de racisme. Parce que aujourd'hui, si vous dites racisme, on va vous dire, mais non, les gens du voyage sont français. Enfin, les gens du voyage sont blancs, ils sont français. Pourquoi vous me parlez de racisme? C'est ça, toute la difficulté, en fait. C'est toute la délicatesse. Et En fait, c'est là que la loi de Besson est une véritable œuvre juridique. Le seul angle d'attaque aujourd'hui, juridiquement, on peut lui trouver, c'est ce mot traditionnel dans l'article 1. C'est cette façon, en fait, que la loi Besson a de racialiser. C'est-à-dire que le gens du voyage, elle ne le dit pas, mais tout le monde comprend qui c'est. Voilà.